à tous. On continue les conférences avec Nicolas Nguyen, qui est le cofondateur de SEMJ et qui va nous présenter un peu en écho à Morgane de ce matin qui nous a parlé de contenu et aussi d'IA. Donc il va nous présenter une nouvelle révolution pour le SEO. À toi. Merci à toi Sandrine. Bonjour à tous, j'espère que vous passez une bonne journée de SEO Camp. En tout cas, ça fait plaisir de vous voir en live, en vrai. Donc, en effet, je vais vous parler d'intelligence artificielle. C'est un buzzword à l'époque, moi, personnellement, qui me faisait un peu fuir. Mais en fait, aujourd'hui, c'est un sujet qui me passionne. Donc, j'espère que je vais pouvoir partager avec vous cette passion. Et je vais vous parler notamment de l'impact de l'IA sur nos métiers, que ce soit des métiers, bien entendu, SEO, mais aussi content marketing. Donc pour ma part, je m'appelle Nicolas Nguyen, cofondateur de SEMJ. En 30 secondes, qu'est-ce qu'on fait? On aide les marques à développer leur trafic SEO grâce à une solution logicielle qui permet d'optimiser leur contenu, tout simplement, et en mesurer les gains. Et donc aujourd'hui, on a des belles marques comme Decathlon, Leroy Merlin, qui utilisent SEMJ au quotidien. Si jamais il y a des annonceurs dans la salle, vous pouvez tester directement l'outil. Vous verrez, vous aurez plein de belles pages à optimiser. Donc, je voulais partager avec vous ce graphique. Ce graphique, en fait, c'est un graphique que j'ai vu maintenant il y a un peu plus de 20 ans, donc ça ne me rajeunit pas forcément, sûrement dans une revue type Science et Vie, je pense, ou Joystick. Et donc, à l'époque, on était un peu avant les années 2000. Et sur ce graphique, on voit quoi? On voit que c'est une projection, en fait, de la puissance de calcul des ordinateurs. À l'époque, ça nous disait la puissance de calcul, c'est un peu inférieur à un insecte, donc pas très puissant non plus. Puis après, on voyait qu'en 2010, on allait potentiellement dépasser le cerveau d'une souris, puis après le cerveau d'un humain vers les 2020-2030, et puis à terme, dépasser même tous les cerveaux humains réunis. Donc à l'époque, j'étais plutôt ado, je pense que je devais avoir 15-18 ans. C'était assez impressionnant. Je me disais quand même, ok, mais est-ce que c'est vrai ce qui va se passer? En tout cas, j'étais un peu dubitatif. Pourquoi j'étais dubitatif? Parce que mon quotidien, ça ressemblait à ça. Donc j'espère que dans la salle, il y en a certains à qui ça parle. Sinon, je prends un gros coup de vieux. Donc vous reconnaissez 56K, Tattoo, Nokia 3310, magazine Joystick. Je ne sais pas si ça existe encore d'ailleurs. Et puis à l'époque, on utilisait par exemple Alta Vista. Google n'était pas forcément encore connu. Donc l'explosion de la puissance de calcul et de l'IA, c'est forcément à l'époque un peu difficile à croire. Et la question, c'est 20 ans plus tard, on en est où en fait? En fait, quand on regarde les actus, sur les 12 derniers mois, on voit quoi? On voit ce genre de choses. Genre le premier robot qui arrive à faire un marathon sur 5 km en totale autonomie. On va voir Disney qui construit des robots qui arrivent à reproduire de manière hyper réaliste le regard de l'humain. C'est-à-dire vous baladez devant lui, vous lui parlez et ses yeux en fait sont hyper réalistes. Tous les chanteurs sympas de l'époque, certains sont morts hélas, mais grâce à l'IA, ils ressuscitent puisque grâce à l'IA, il y a des nouvelles chansons qui sont générées automatiquement grâce à l'IA de Google. On a même des IA, alors on le sait tous, qui arrivent bien entendu à battre aux échecs, battre au Go les plus gros experts, mais maintenant les IA arrivent même à apprendre les règles d'un jeu qu'ils ne connaissent pas. D'accord ? Donc on est vraiment dans l'auto-apprentissage. On va voir également qu'on a même maintenant des humains digitaux. Donc ça, c'est pas mal. Donc là, voilà, humain digital, on peut faire une visioconf avec lui. Il nous parle, il répond à nos questions, il a des émotions, il est animé en 3D. Et donc assez impressionnant. On a également des IA qui génèrent des portraits d'humains en automatique. Donc là, c'est un site web où on peut télécharger en libre de droit. Il y a plus de 2 millions de visages générés automatiquement par l'IA. Et on a, alors ça c'est probablement celle qui est la plus intéressante, ou du moins la plus utile, on a même des IA du coup qui détectent les politiques qui passent trop de temps sur leur portable pendant les assemblées pour justement les recadrer. Et on a même des IA aujourd'hui qui aident les développeurs à générer du code plus rapidement. Notamment, c'est Codex, où le développeur dit juste ce qu'il a envie de coder et derrière, l'IA va proposer un code automatiquement.
Donc ça, c'est quand même 20 ans plus tard, on se dit, oulala, ouais, en fait, ça a un petit peu bougé quand même, hein. L'IA, on commence à être en plein dedans. Et du coup, on peut se poser forcément la question, côté SEO, content marketing, ça donne quoi? Il y a une IA qui a fait énormément de buzz, je dirais, sur les 12 derniers mois, c'est GPT-3. GPT-3, on en parlera justement plus en profondeur derrière, a fait pas mal le buzz, notamment à travers cet article publié dans le Guardian, où en fait c'est un article de presse, mais qui a été rédigé entièrement par l'IA de GPT-3. Et ce qui est assez intéressant d'ailleurs quand on le lit, cet article, c'est justement l'IA qui explique en quoi elle ne va pas détruire l'humain, mais plutôt le protéger. Hein, et donc c'est vraiment l'IA qui rédige ça, donc c'est assez sympa. Et donc ça avait fait pas mal le buzz à l'époque. Et la réalité, je dirais, technologique de la chose, c'est que dans le domaine de l'IA, il y a un sous-domaine, c'est le domaine du NLP. NLP, traitement automatique des langues, donc Natural Language Processing. Et donc, en fait, sur ces 2-3 dernières années, on subit une très forte accélération sur ces technologies, puisque, alors, pour les SEO les plus techniques, je dirais, à l'époque, en 2013, on était pas mal autour des Word2Vec, etc., des Word Embeddings. Mais là, depuis l'apparition de ce qu'on appelle la famille des Transformers, c'est un peu la folie. Et par exemple, BERT fait partie notamment de cette famille. Et la réalité, c'est que ces technologies, justement, de traitement automatique des langues, elles ont un réel enjeu pour nos métiers. Pourquoi? Parce que, qu'on soit en SEO ou en marketing, eh bien, le contenu, c'est des budgets qui sont de plus en plus importants, puisque le content, c'est vraiment, je dirais, une des clés pour réussir en marketing digital. Et donc là, on peut le voir dans cette récente étude du Search Engine Land, eh bien, que le content marketing se hisse en première position sur les allocations de budget, selon 2000 experts SEO. Alors forcément, ils sont un minimum biaisés, mais cependant, c'est intéressant de voir cette progression. Toujours dans cette étude, autre point qui est très intéressant de voir, c'est quand on demande à ces 2000 experts SEO, c'est quoi pour vous les 5 chantiers prioritaires sur 2022? Sur ces 5 chantiers prioritaires, OK, on a l'expérience utilisateur, je pense que le page experience n'y est pas pour rien. Cependant, on a 3 autres sujets, c'est la production de contenu, les facteurs on-page et également les intentions de recherche sur les pages. Donc là, on dit quoi? On dit que dans le top 5 des chantiers prioritaires 2022, le contenu occupe 3 places. D'accord? Et donc la réalité, c'est que grâce à ces technologies justement d'IA, eh bien, on va pouvoir aller chercher notamment plus de performance. Donc là, l'idée, c'est que je vais vous présenter une IA qui est, je dirais, extrêmement connue pour ceux qui font la veille sur le sujet, c'est GPT-3. Et c'est une technologie, moi, qui m'a vraiment bluffé, en tout cas aujourd'hui. Bien entendu, il y en a plein d'autres, mais celle-là, elle est quand même de très haut niveau par rapport à ce qui existe, je dirais, sur le marché aujourd'hui. GPT-3, c'est quoi? C'est un modèle de langage basé sur de l'IA. Ça a été créé par OpenAI, donc OpenAI qui a été créé par Elon Musk, donc Tesla, SpaceX, et Sam Altman du Y Combinator. La GPT-3, donc c'est successeur de GPT-1, GPT-2, donc c'est la 3e version. Elle a été lancée au final assez récemment, juillet 2020 en bêta. Et souvent, sur ce type de technologie, on mesure la puissance par le nombre de paramètres. Donc là, 175 milliards de paramètres. On verra plus tard éventuellement ce que ça peut donner. Et pour s'entraîner, cette technologie a lu beaucoup de textes rédigés. 45 téraoctets de texte, donc ça commence à faire pas mal. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait fait la conversion pendant un webinaire que je donnais, potentiellement 380 millions de bouquins. Donc ça fait quand même beaucoup. Et ce qui est assez intéressant d'ailleurs de prendre en compte, c'est que dans ces données d'entraînement, il y a seulement 2% de texte français. Donc par contre, on va voir qu'il s'en sort quand même pas trop mal en français, peut mieux faire, mais seulement avec 2%, on est quand même sur pas mal de qualité derrière. Comment ça fonctionne GPT-3? C'est assez spécial en fait. C'est pas comme du langage codé, on va lui dire fais ci, fais ça, etc. C'est entre guillemets 10 000 fois plus simple. Pour communiquer avec GPT-3, c'est un peu comme quand on va écrire un mail, par exemple, on va envoyer un mail à quelqu'un pour lui demander de faire quelque chose. GPT-3, c'est à peu près pareil. On va écrire ce qu'on appelle un prompt.
Hein, donc il y a maintenant toute une compétence justement autour du design de prompt, le prompt engineering. Et dans ce prompt, on va écrire à GPT-3 un petit brief et lui donner quelques exemples pour qu'il comprenne ce qu'on attend de lui. Hein, donc là, c'est un peu écrit en petit, mais en gros, pour résumer, ça dit quoi? Ça dit je suis un robot qui répond à des questions, tout simplement. Et je donne quelques exemples justement de questions-réponses. Qui était le président des États-Unis en 1955, Eisenhower, etc., etc. On donne 3-4 exemples comme ça. Et donc après, moi, je pose ma question. Si on mélange du rouge avec du bleu, quelle couleur on obtient? Donc là, on va essayer de lancer une petite vidéo pour que vous voyez justement le rendu. Je ne sais pas si ça va marcher en direct. Il y a un petit bouton rouge bizarre. Non. Je ne sais pas si Sandrine, tu peux essayer de lancer la vidéo éventuellement. T'essayes, bah, sinon c'est pas grave. Ah bah bon, là on voit le rendu, ça allait assez vite. Mais en gros, là où il y a tout en bas le A, si on mélange du rouge avec du bleu, on obtient le violet. Donc ça, c'est GPT-3 qui l'a rédigé en live directement en réponse. Hein, donc c'est un peu, voilà, c'est comme si nous écrivait en live. Okay, donc en gros, on a... Je suis bloqué par contre, j'arrive plus à passer les slides. Ah voilà, merci. Donc là, je vous remets la réponse. Hein. Donc si on mélange du rouge avec du bleu, on obtient du violet. Bon, après, voilà, forcément, pour montrer un exemple basique, on n'a pas eu besoin de l'intelligence artificielle pour le deviner, mais c'est pour montrer son fonctionnement, où là, il a répondu à la question. Maintenant, on va rentrer dans des exemples plus concrets pour que vous puissiez visualiser, en fait, je dirais, ce que peut faire GPT-3 pour vraiment comprendre, je dirais, tous les champs du possible. Donc là, premier exemple, je demande à GPT-3, je lui écris juste les 2 premières lignes de texte en noir. Ce qui est en rose, c'est ce que GPT-3 génère. Je lui dis, vas-y, liste-moi les personnages du film X-Men, et je lui donne un premier indice, je lui dis tornade. D'accord? Donc là, j'écris en français en plus. Hein. Donc, il comprend le français, et là, il me liste les différents personnages de films X-Men, notamment en français, Professeur Xavier, etc., etc. Donc là, on comprend que GPT-3 arrive à regrouper des entités par rapport à tout ce qu'il a appris. Donc on se dit, bon, ok, déjà, il arrive à faire ça. Ensuite, là, je vais demander à GPT-3 de m'aider. Je ne sais pas trop quoi regarder ce soir, j'ai fini toutes mes séries. Et là, je lui dis, vas-y, rédige-moi une liste de séries que je pourrais regarder. Voici mes listes préférées, Game of Thrones, Walking Dead, Mandalorian. Propose-moi d'autres idées de films. Et donc là, on peut voir, il propose des films qui sont plutôt, on le voit, hein, dans le domaine, je dirais, SF et Heroic Fantasy, Westworld, etc. Donc là, voilà, c'est là où on comprend que GPT-3 arrive quand même à faire des connexions assez fortes, là, en tout cas par rapport à une typologie de film. Là, on va montrer d'un cran, en tout cas d'un point de vue NLP, on va demander à GPT-3 de résumer un texte pour un enfant, parce que ce texte est trop compliqué. C'est un texte scientifique qui parle de Jupiter. Donc c'est un peu en petit, mais globalement, hein, le texte, ça dit notamment Jupiter est une géante gazeuse dont la masse représente 1/1000 de celle du Soleil. C'est vrai que pour un enfant, c'est compliqué à comprendre. Donc là, on dit à GPT-3, s'il te plaît, ton texte est trop long et trop compliqué, résume-le en quelques phrases et utilise un langage simple. Et donc là, en rose, GPT-3 a généré Jupiter, la 5e planète du système solaire. Elle est très grande, très lumineuse. Elle est très loin de la Terre, mais elle est si brillante qu'on peut la voir du ciel. Et là, quand même, on se dit, waouh, ça devient impressionnant, parce que là, il a compris ce que je lui ai demandé, et il a réussi à comprendre, entre guillemets, le texte, du moins l'interpréter, et le résumer derrière. Ensuite, GPT-3 va également nous aider sur de l'extraction de données non structurées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un texte et je veux que GPT-3 identifie un pattern pour justement extraire la donnée qui m'intéresse. C'est un peu comme en SEO, hein, où Google nous demande de formater les données structurées. C'est parce que même pour Google, c'est compliqué en fait d'extraire depuis un texte des données non structurées. Et là, en gros, le challenge, c'est un texte où ça parle d'une planète qui n'existe pas, avec des fruits qui n'existent pas, et chaque fruit, dans les phrases, ils ont des goûts et des couleurs. Et donc, je demande à GPT-3, fais-moi un tableau, si possible, où tu résumes dans la colonne 1 le fruit, colonne 2 la couleur et colonne 2 le goût.
Les 2 premières lignes, c'est les exemples. Et là, on peut voir, alors je vous ai souligné dans le texte en haut, justement les goûts, les couleurs et les fruits, pour que vous puissiez le voir, mais GPT-3, c'est pas souligné. Hein. Et donc, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'on peut voir, pour les punits, la phrase, c'est « les punits sont vert clair et sont à la fois sucrés et salés ». Compliqué quand même de savoir, enfin pour nous les humains c'est facile, de savoir, ok, alors vert clair c'est la couleur, sucré salé c'est le goût. Hein, et bien là, GPT-3 a compris que ils a bien rangé dans les bonnes cases. Donc ça c'est quand même très impressionnant. Exemple rigolo, parce qu'on sort tous du Covid et des confinements. Donc là je demande à GPT-3, transforme-moi de la malbouffe en bouffe saine. Je donne un exemple. Au lieu du steak haché, on va plutôt manger du steak haché du steak de haricots rouges. À la place de manger de la crème fraîche, du yaourt 0%. Et là, je lui dis, bah vas-y, terrine de lapin. Il me dit, terrine d'oignon aux légumes. Sandwich kebab, celui-là j'aime bien. Bagel au fromage de chèvre. Hein, donc là, on voit quand même que, voilà, kebab, bagel, on reste dans l'univers, hein, parce que là, je suis sur entrée, plat, dessert. Et c'est vrai qu'en mode malbouffe, là, j'allais prendre quelques kilos. Crème glacée, sorbet sans sucre. Alors ça, je ne sais pas si c'est très bon, mais ça le mérite d'être diététique. Autre exemple, je demande à GPT-3, vas-y, transforme-moi du texte en emoji. Pas évident, hein, quand même, là, on se dirait. Donc là, je lui donne plusieurs exemples. C'est génial, smiley, smiley. Je suis allé voir des amis, petit emoji où on danse. Et là, je lui donne 3 phrases. Je lui dis, je vais prendre le train pour aller au SEO Camp Paris. Et donc là, on voit en sortie, en rose, bim, première emoji, j'ai un train. Il y aura de superbes conférences à regarder, bim, j'ai quelqu'un qui regarde un écran, parce que, bon, c'est un peu un hasard, hein, mais là, du coup, on a sûrement des gens qui nous voient en live derrière leur écran. Et on partagera un cocktail ensemble, emoji, cocktail. D'accord ? Et après, ce qui est assez intéressant à prendre en compte, par contre, c'est là, je vous montre à chaque fois des exemples, mais si à chaque fois on relance des générations, on aura assez souvent des propositions qui sont différentes. D'accord ? Et là, un cas probablement qui intéressera notamment les e-commerçants et les classified parmi nous, description produit. Alors là, c'est un peu en petit, mais pour vous le résumer, je dis à GPT-3, génère-moi une description produit. Je lui donne un exemple. Je lui dis, j'ai un produit, catégorie trottinette électrique, le nom c'est une Xiaomi 1S, puissance de moteur 250 watts, etc., 30 km/h. Je lui donne un exemple de description, d'accord ? Et après, je lui dis, bah, écoute, là j'ai un autre produit, c'est un PC portable, Dell G15 Ryzen, taille d'écran 15 pouces, etc., etc. Génère-moi la description. Et donc là, on peut le voir, il génère une description liée aux infos qu'il a au-dessus. D'accord ? Par contre, toujours très très important d'avoir un humain dans la boucle, parce que là, je vous montre un exemple sympa, mais des fois, il peut générer des trucs, on va dire, moins quali, donc très important d'avoir l'humain dans la boucle. Mais par contre, là, on gagne du temps, justement, dans sa génération de description. Autre exemple, admettons, je suis en panne d'inspiration pour mes prochains sujets pour le SEO Camp. Et donc là, j'ai rentré dans GPT-3, je lui dis, bah, écoute, génère-moi des idées de conférences. J'ai pris, tout simplement, j'ai copié-collé dans le programme du SEO Camp des noms de conférences d'aujourd'hui et demain. Je lui dis, génère-moi des nouvelles idées de sujets de conf. Et là, on peut voir, alors tout n'est pas bon à prendre, hein, mais Google, quelle stratégie pour quelles entreprises? Bon, pourquoi pas. From data to wisdom, intriguant, ça peut donner envie. Les 10 erreurs à ne pas faire en SEO international. D'ailleurs, c'est un sujet qui est en parallèle avec Stéphane. Gérer le poids des mots-clés. Bon, ça, c'est peut-être un peu moins quali. Comment vous assurer que vous avez bien défini votre cible SEO? Plutôt chouette. Donc voilà, on peut voir GPT-3, et ça, je pense que c'est important pour tous les SEO, les marketeurs, le voir comme un assistant, un moteur d'idéation, où en lisant ces idées, ça va nous générer des idées rebonds. Donc en fait, là, on est en train de presque brainstormer avec la machine. Et c'est ça qui est très intéressant. Et là, j'ai fait l'exercice. J'ai préparé des prompts pour plusieurs typologies de texte, hein, parce que là, je m'imaginais faire la landing page du prochain SEO Camp, où j'ai un hero text, un subheader, description de l'événement, un texte social, et j'ai demandé à GPT-3 de générer. Donc en quelques clics, j'ai eu les textes au final pour générer ma landing page. Le SEO Camp Paris est de retour de jour de conf. Le SEO n'aura plus de secret pour vous. Donc on voit quand même que dès lors qu'on a un prompt
efficace, d'un point de vue copywriting, quand même puissant. Hein. C'est quand même très puissant. Par contre, voilà, là je vous montre les effets positifs. Il y a forcément des limites hein, derrière chaque technologie. Dans les grandes limites qu'on peut avoir avec GPT-3, par exemple, c'est la date de ces données. Si je lui demande qui est le président en France, il me donnera 3 réponses. 80% du temps, il me dira François Hollande. Et après, le reste du temps, il dira soit Macron, soit Chirac. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va piocher dans son dataset. Son dataset date de 2019, 2017, etc. Et donc, il va vous donner une réponse, mais selon là où il pioche dans son dataset, eh ben, il va vous donner potentiellement une réponse qui est obsolète d'un point de vue temporel. Et techniquement, là, il ne sait pas, par exemple, ce qui s'est passé sur ces 2 dernières années par rapport au Covid. Derrière, je lui pose la question, quel médicament prendre si j'ai le Covid? Ben là, j'ai droit à un docteur Raoult artificiel, entre guillemets, qui me balance des noms de médicaments qui ne donnent pas trop envie. Et donc, ça, c'est une grande limite de GPT-3 et de ce type de technologie. Il va toujours vous répondre des choses. Mais il peut répondre, du coup, des choses qui sont complètement à côté de la plaque. Donc, on peut vite tomber dans le fake statement, la fake news, etc. Et alors, le pire, hein, quand est-ce que la pandémie Covid va terminer? J'espère que c'est un fake statement, hein, sinon, il va falloir qu'on soit patient. Il dit 1er juillet 2071. Bon, OK, dans 50 ans, génial, merci. Cependant, il est très précis, 9h06, c'est cool. Et puis après, voilà, haute limite, il s'entraîne sur de la data du web. Et sur le web, on le sait tous, hein, il y a plein de conneries, etc. Donc, tout ce qui est sexisme, racisme, religion, on peut vite tomber sur de la génération où, par exemple, ici, les femmes sont irrationnelles et des créatures violentes. En tout cas, j'espère que ce n'est pas vrai. Et donc, le PDG d'OpenAI le dit lui-même. Il dit GPT-3, c'est super impressionnant sur plein de points, mais il y a encore de sérieuses faiblesses. Parfois, il fait des erreurs ultra stupides, ce qui est vrai. Tout le sujet, en fait, c'est dans le prompt que vous préparez en amont. Plus vous le cadrez, moins vous générez de bêtises, entre guillemets. C'est pour ça qu'il y a un vrai sujet autour de la qualité des prompts. Et l'IA va changer le monde, mais GPT-3, au final, n'est qu'un aperçu. Et je pense, enfin moi, je le rejoins à tous les niveaux dans ce qu'il dit. Donc, quelques exemples d'utilisation sur la partie SEO, juste pour que vous puissiez voir, en fait, parce que générer du contenu à la volée, on est déjà à l'ère du content shock. Hein. Aujourd'hui, les pages web, vous avez seulement 9% des pages et des contenus qui font du trafic SEO. Donc, le sujet, c'est si vous générez automatiquement du contenu, et j'ai presque envie de dire, toujours avec la même bouillie, entre guillemets, de contenu, vous ne ferez pas de trafic SEO. Le sujet, c'est de faire des contenus qui sont plus quali. D'accord ? Ça, c'est un point qui est très important. Donc, je vais vous montrer quelques exemples, en tout cas de ceux qu'on a intégrés côté CMJ, ça vous donnera sûrement des idées. Mais ce qui est très clé, c'est que générer du contenu pour générer du contenu, ça ne sert à rien selon moi. Le sujet, c'est générer du contenu de qualité, qui est meilleur que vos concurrents, et en pensant à l'optimisation SEO, et c'est là où vous allez chercher des performances. C'est simple, hein, dès lors que vous optimisez le SEO d'un contenu, vous avez 8 fois plus de chances de finir en première page. Ça, c'est très clé. La vision, c'est quoi? C'est vraiment de se dire, grâce aux données SEO, si j'additionne les données SEO à du GPT-3 et avec des rédacteurs de qualité, là, on a une machine de guerre à mon sens. Et c'est là où on va faire des contenus ultra performants et en moins de temps. Donc, je vais très vite parce qu'il reste peu de temps. Mais juste pour vous montrer quelques exemples. Hein. Ici, on a un exemple où dans l'outil, bon, on scrape Google, on récupère la SERP. Donc là, je suis un rédacteur, je vais écrire un contenu sur spiruline. Je veux faire un article sur la spiruline. Et donc là, on récupère les données SEO de la SERP, on les envoie à GPT-3 et on lui dit, vas-y, donne-moi des idées de titres pour mon contenu. Et donc là, on gagne du temps en tant que rédacteur. On a juste à cliquer sur générer, générer, générer et à prendre l'idée qui nous intéresse. Je vous montre un autre exemple. Je suis toujours en train de rédiger un contenu sur la spiruline. Là, mon enjeu, c'est de construire mon plan de mon contenu. Pour construire le plan de mon contenu, ici, récupération de ce qu'on appelle les intentions de recherche, hein, gros sujet. On le voyait dans le top 5 des priorités. Et donc, typiquement, là, ce qu'on va voir grâce à cette matrice, qui peut faire un peu peur au début, c'est qu'on a intérêt de faire un paragraphe sur les effets de la spiruline. C'est recherché 4000 fois par mois. Pourquoi? Parce qu'on le voit à droite. Tous les carrés roses, c'est les concurrents qui sont sur la SERP, et plus c'est rose, plus les concurrents en parlent. Et donc, les effets de la spiruline, c'est très recherché par l'audience.
Donc, ils attendent que dans votre contenu, vous en parliez. Et tous les concurrents parlent, il faut en parler. Par contre, cheveux, les concurrents ne parlent pas. Là, vous pouvez vous démarquer. Okay, donc, c'est là où la donnée SEO est vraiment très clé pour vraiment faire des contenus ultra quali pour l'audience. Et donc là, typiquement, avec GPT-3, grâce à ces données SEO, bim, génération automatique des H2, des H3, de son plan de contenu. Et donc là, on gagne un temps plutôt chouette. Et donc là, en fait, du coup, on utilise l'IA, le rédacteur utilise l'IA pour gagner à la fois en profondeur d'idées, mais aussi en temps, comme vous pouvez l'imaginer. Et donc là, typiquement, juste pour montrer un dernier exemple, génération automatique d'idées de points à traiter dans son paragraphe. Par exemple, là, je dois parler de, OK, quels sont les effets de la spiruline? J'ai fait mon plan, mais OK, je dois parler de quoi? Là, l'IA m'aide à trouver directement des points d'idées que je dois traiter dans mon paragraphe. D'accord? Donc là, c'est juste pour vous montrer quelques exemples. De toute façon, on est au balbutiement, j'ai envie de dire, du SEO et de l'IA, mais c'est des exemples très concrets qu'on applique aujourd'hui. En conclusion, pour faire très rapide, là, comme je vous disais, c'est les balbutiements de l'IA, ça ne va qu'accélérer. Je vous montrais la courbe au tout début de la conf, où on était sur une exponentielle. Là, c'est d'autant plus précis 20 ans plus tard, puisque d'un point de vue taille de marché, d'un point de vue en dollars, le marché de l'IA, on voit, on compare 2021-2023, ça triple. Donc on n'est qu'au début. Là, on se revoit dans 10 ans. Je pense que je ne parlerai pas exactement des mêmes sujets. Pour vous montrer un petit exemple, ça c'est pareil, techno qui permet de transformer du texte en image. D'un côté, je lui dis une chaise en forme d'avocat, de l'autre côté, une horloge en forme d'avocat. Donc il faut l'imaginer quand même, la chaise en forme d'avocat. Donc là, c'est la techno DALL-E, pareil, créée par OpenAI. Après, vous avez des technos open source type VQGAN pour ceux qui veulent tester, qui génèrent automatiquement, à partir d'un texte, des images. Donc on n'est pas que sur le contenu rédigé, on est aussi sur l'image. Et donc quand je vous dis que ça va continuer, on connaît tous Google BERT. Donc il faut savoir que Google BERT versus GPT-3, GPT-3 x 500 en taille de paramètres. Par contre, là on voit, on a Google Mum, et donc très connu aussi, qui va arriver, donc x 10 de paramètres, et Wudao, côté chinois, qui va être encore plus. Donc chaque année, je pense, on va avoir un peu notre lot de nouveautés, mais tant mieux, on aime ça côté SEO. Et donc, si je devais résumer 3 points à retenir de cette conférence pour votre stratégie, à vous, on l'a vu là dans les études que j'ai partagées en début de conférence, le content marketing, vraiment, aujourd'hui, c'est quand même la tactique, entre guillemets, la plus utilisée. Donc, si vous ne le faites pas, pensez à vous y mettre. Et clairement, on le voit, grâce à ces technos, on peut accélérer la performance de ces contenus, à la fois la cadence, je dirais, mais aussi la qualité. Il faut vraiment le voir, pour moi, l'IA comme un casque de réalité augmentée qui va aider le rédacteur à aller plus loin et à se concentrer aussi sur sa valeur ajoutée. Et donc, dernier point, par contre, si vous voulez percer en content marketing et en SEO, il faut faire des contenus de qualité. Et pour faire des contenus de qualité, il faut des rédacteurs de qualité. Ça reste la règle numéro 1. Voilà. Merci à tous. Et si vous voulez les slides, je vous ai mis mes coordonnées. Ah si, j'ai une question bug. Alors, elle est compliquée parce que c'était dans les premières slides. Donc, vous avez partagé une étude où on voyait le top 5 des chantiers SEO prioritaires sur 2022. Ah, j'ai vu en premier. 3. Bravo, félicitations. Merci à tous. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Est-ce qu'il y a des questions? On a encore 5 minutes pour les questions. Oui. Tu parlais du fonctionnement avec le prompt. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut intégrer ça avec des API? J'imagine que sur CMG, vous ne fonctionnez pas avec le prompt. Oui, en effet. En fait, quand vous obtenez accès, entre guillemets, à GPT-3, et encore, il y a plusieurs niveaux d'accès, vous avez ce qu'on appelle un playground, où vous pouvez tester directement l'IA dans leur interface. Après, quand vous voulez l'utiliser en production, ça passe par des lignes de code en API. Donc, en fait, c'est de l'IA as a service. C'est ça qui est assez intéressant au final, parce que souvent, quand on dit IA, on pense l'installer sur les serveurs. Non, non, là, c'est par API. On lui envoie le prompt et il nous renvoie la sortie. Autre question?
Oui, merci pour cette conférence très intéressante. Moi, je me pose la question de, imaginons que toutes les personnes dans cette salle lancent SEMJ en même temps sur la même thématique. Du coup, ils vont avoir je les me le mêmes. souhaite. Oui, je me le voilà, souhaite. on l'imagine. Mais la proposition d'idées potentielles, imaginons qu'il n'y en ait que 3, ça va être la même pour tout le monde. Comment, à un moment donné, on résout le problème de la duplication de contenu potentiel qui pourrait arriver? Et je parle aussi de l'exemple que vous avez parlé en termes de description de contenu. Si dans 80% des cas, la réponse de l'IA, c'est la même, ben, comment on fait pour différencier, on va dire, nos contenus? Oui, je comprends tout à fait. En fait, pour schématiser, dans les paramètres de ce type d'intelligence artificielle, vous avez une sorte de curseur sur la créativité. D'accord? Et donc, si vous mettez la créativité à 0, à chaque fois la sortie, ce qui va vous donner comme texte, ça sera tout le temps le même. Parce qu'il va prendre un seul chemin et ça sera tout le temps le même texte généré. Et donc, personne ne l'utilise comme ça. Du coup, on met le curseur de créativité au milieu. Et donc, quand vous le mettez au milieu, déjà, tout ce qui vous sort d'une génération à l'autre, vous faites 10 générations, vous sentez que c'est un peu comme s'il y avait eu 10 cerveaux d'humains qui avaient réfléchi à la chose et donné une réponse différente. Si là, demain, je vous propose, je vous dis, faites-moi le copywriting du SEO Camp, vous allez tous me sortir un truc différent. Et après, vous avez la créativité maximum, qui a un avantage, ça part encore plus loin, qui a un inconvénient, ça part trop loin parfois. C'est-à-dire que potentiellement, on va dire, le SEO Camp est un événement sur Mars, etc. quoi. Oui. Bonjour. Dans votre cas précis, comment vous avez pitché votre besoin pour avoir accès à GPT-3? Waouh! Moi, j'avais cru que là, je retournais à l'école, entre guillemets, sur les bancs de classe, parce qu'il faut préparer un dossier. Alors, pour avoir accès à GPT-3, faites demande pour avoir accès à la bêta. Donc ça, c'est la première étape, mais au moins, vous pouvez jouer avec. Par contre, vous êtes ultra limité en nombre de mots que vous pouvez générer. Et donc après, pour l'utiliser en production, là, c'est un peu comme les guidelines de Google. Il faut lire le truc, c'est super restreint. Quand vous avez droit, justement, certains types de génération de contenu, pas d'autres. Par exemple, il y a quelqu'un qui avait créé un chatbot sentimental pour, voilà, je suis célibataire, je parle avec une IA, comme dans le film Her, sauf qu'il n'a pas trop suivi les guidelines et il s'est fait virer. Donc, il faut lire les guidelines. Et après, il faut envoyer un gros dossier avec une vidéo qui montre, etc. Et après, eux, en plus, ils traquent les logs. Donc, en gros, vous pouvez générer, genre, un utilisateur a droit de générer 10 petits bouts de texte de 100 mots par minute. Donc, ils mettent des grosses restrictions pour deux choses. Éviter le spam, clairement, et éviter que ça génère des bêtises. Pourquoi? Parce que le plus gros risque pour OpenAI, selon moi, c'est la réputation. Si demain, tous les médias disent OpenAI, c'est la catastrophe, ça nous pourrit la vie, ils sont morts. Donc du coup, guidelines à fond. Est-ce que dans votre dossier, vous avez postulé un objectif un peu noble, voilà, pour utiliser l'API? Bah oui, vous aider au quotidien à faire des meilleurs contenus sur SEMJ. Ok, merci. C'est plutôt noble.